Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Bonjour, Alice Belaïdi. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien. Oui. Ouais. Je me souviens que ici, je prends Danny Boone, je prends Gad Elmaleh, à qui on avait passé du temps sur Pause, m'avait dit, il y a un moment ou un autre, où j'ai vraiment vu la lumière, je me suis retrouvé sur scène et je me suis dit, c'est là que je veux être, c'est là où, c'est ce qui m'importe le plus. Toi, tu as senti ça ou pas vraiment ? Non, c'est un peu dur de le verbaliser, même de l'exprimer, parce que je suis pas une passionnée, en fait. Voilà. J'aime beaucoup mon métier. J'ai toujours beaucoup aimé mon métier, mais je suis pas une passionnée. Si demain ça s'arrêtait, je meurs pas. J'ai plein d'autres choses qui me font vibrer dans la vie. Même si je peux être très honnête, la scène en soi, moi, ça m'abîme plutôt, même ce métier, même si vraiment il peut m'abîmer, en fait, dans ce qu'il est de très intense, de très prenant. J'ai tendance, moi, tu vois, là, je viens de finir un film hier, demain, tu vois, j'ai besoin d'aller voir de la vraie vie, les vrais gens, la nature, me reconnecter, parce qu'on est quand même, quand t'es sur scène, t'es tellement isolé, t'es tellement seul, tu te prends une vague d'amour de milliers de gens un soir, et puis 2 heures plus tard, t'es seul à l'hôtel dans une ville que tu connais pas, voilà, tout. Ça m'a vachement nourri, et en même temps... Et très jeune, hein, parce que là, je te retrouve à 18-19 ans. C'est ça. Là, tout d'un coup, tu as une pièce, hein, Confidence à Allah, ouais. Où tu as un rôle important. Et là, quelque chose qui était petit devient un vrai succès. C'est le Festival Off d'Avignon d'abord. Puis après, je te retrouve au Petit Montparnasse, c'est ça ? À la Gaîté. Et là, tu tournes. Là, c'est qui est intéressant, c'est que tu as 19 ans, tu tournes pendant 2 ans. Et là, je te retrouve dans le monde entier, ouais. sur cette pièce-là, qui te vaut un Molière. Ouais. C'est quand même... Ouais, c'est canon. Ouais. Là, explique-nous, tu as 21 ans, c'est ta première vraie pièce, enfin, qui prend cette ampleur-là. Tu as le Molière. Tu dis quoi, la vraie ? C'est même pas dépassé. Je me souviens pas des Molières parce que j'ai fait une crise de spasmophilie ce soir-là où j'ai taché ma robe parce que... De quoi Parce que je vomissais, j'ai fait une tellement grande crise d'angoisse. J'étais avec mes parents qui me tenaient les cheveux, qui m'ont mis dans un taxi et ils m'en ont voulu. T'as pas pu aller sur le... Si, j'ai pris mon Molière et puis je suis partie en courant. Et mes parents qui m'en ont voulu parce qu'il y avait un buffet incroyable. Et on n'a même pas pu boire une coupe de champagne pour fêter ça. Et puis il y avait certainement plein de gens qui voulaient les rencontrer après. Ton papa, il devait être hyper heureux de voir les gens qui étaient là-bas. Et en même temps, eux aussi, je pense, flipper de leur gamine hypersensible qui, d'un coup, j'arrivais dans le monde comme ça... C'est un monde en plus très parisien, là. Ouais, hyper parisien. Et puis quand même, comme je te dis, hyper énergivore pour moi. C'est intéressant, notoriété. Donc là, c'est évidemment pas le théâtre, même si tu avais fait beaucoup de dates qui a fait que tu deviens connu, encore une fois. Ouais, connu, de toute façon. Tout est limité, hein, en tout cas dans ta rue, dans ton arrondissement, dans ta ville. C'est exactement ça. Mais là, ça y est, la Working Girl, c'est Canal+, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, millions qui vont regarder ça. Et ça, donc, c'est il y a une dizaine d'années de ça, un peu plus. Comment tu l'as appréhendé, cette notoriété ? Au départ, ça t'a amusé, ça t'a intéressé, ça t'a interpellé ? Non, c'est tout petit au départ, en fait. Ce qui est bien avec ma carrière, c'est que, si tu veux tout savoir, c'est aujourd'hui, là, à 37 ans, après un petit truc en plus, que je sens vraiment un changement. Mais un gros changement dans la rue. Mais en fait, petit à petit, il y avait les gens qui me reconnaissaient pour ça, puis comme je te dis, vu que je faisais des choses très différentes, ça touchait jamais vraiment le même public. Et puis ils savent pas si c'est le bon prénom, le bon nom de famille. Alors c'est ça, c'est Amel Ben. De toute façon, toi tu fais des choix de carrière, on croit que tu fais The Voice, tu te dis bon, de toute façon, à un moment donné, tout ça ne sert à rien, mais sans vouloir du tout critiquer Amel mais The Voice, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on n'a pas du tout le même métier. Tu te dis bon, au final, voilà, c'est rigolo. Qu'est-ce que ça veut dire la notoriété, quoi ? C'est on t'a plus ou moins vu à la télé, mais on sait pas trop. Dans quoi, pourquoi ? Donc ça aussi, je l'ai relativisé très tôt. Je me suis même demandé très vite, mais comment on peut prendre la grosse tête ? Parce que franchement, tu te rends bien compte que... C'était pas grand-chose. J'ai signé plusieurs fois des DVD de Tout ce qui brille à la place de Leïla. Enfin, vraiment, et là, franchement, c'était pas trop con. Tu relativises un peu, tu gagnes en humilité quand même. Mais donc maintenant, après justement ces différents succès, et en particulier avec un petit truc en plus,
Tu me disais tout à l'heure que tu arrives, parce que tu es mon inverse en fait, tu es mon négatif. Moi j'arrive en retard, toi tu arrives à l'avance, donc tu arrives à l'avance. Avant d'arriver, tu veux pas me déranger, donc tu vas boire un coup au bar d'à côté. Ouais. Raconte-moi, j'aurais bien aimé être la petite souris avec toi là. Comment ça se passe? Il doit arriver, ils reconnaissent rapidement, tout de suite? Oui, bah là, il me reconnaît, il est gentil, il me sert un verre, et puis je vais dehors pour fumer une clope, et il vient gentiment me dire bravo pour le film d'Artus. Voilà, gentiment. C'est vrai que en tout cas, ce rôle-là, j'ai beaucoup de chance parce que d'avoir un grand succès populaire avec ce rôle-là, elle est hyper sympathique, la Alice du film. Elle est hyper empathique, elle est gentille, elle est rigolote. Donc j'ai une dame dans le train hier la semaine dernière qui me portait une valise en me disant je porte votre valise pour tout ce que vous faites pour eux. Alors, j'ai pas fait grand chose, je me suis juste amusée à mort dans le Vercors avec une bande extraordinaire. Donc voilà, ce que ça crée chez les gens, c'est vachement d'amour en fait. Donc en ce moment, ce pourquoi ils me reconnaissent, c'est vraiment un élan de love. C'est ça, tu pourrais être reconnu pour d'autres films qui auraient apporté moins d'amour. Oui, ouais. Là, c'est du feel good pour tout le monde. On va revenir sur ce moment-là qui est important dans qui tu es. On parlait de la notoriété. Est-ce que parfois, tu regrettes un anonymat? Est-ce que parfois tu dis juste... Il y a des moments où tu te dis juste, mais... Alice, Amel ou autre chose, laissez-moi quoi. Non, parce que parfois je suis mal lunée le matin. J'ai pas forcément envie d'être très sympathique avec tout le monde. Mais je trouve que le prix à payer comparé au kiff que c'est comme vie, la vie qu'on m'a offert, que je vis là, les privilèges, la liberté. Au final, c'est un peu la rançon de la gloire, c'est le prix à payer, mais je trouve qu'il n'est pas très cher. C'est pas très cher. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui ont vu ce film. Ouais, ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille d'aller les voir, puisque là, les chiffres, ça va passer à plus de 10 millions. On risque, donc c'est un de ces grands succès, comme il y en a quand même assez rarement. Là, on est en train de parler de ces films sans aller jusqu'à La Grande Vadrouille, mais on est quand même au-dessus du choriste, on est aussi des choristes d'ailleurs, on est au-dessus du Cinquième Élément, on est au-dessus de tellement de films. C'est dingue. C'est quand même assez fou, mais comment tu l'expliques ce succès? Est-ce que tu l'avais vu venir, toi, ou quand tu me fais ça, tu dis, bon, ça va être un film, peut-être 500 000, on est heureux? Bah oui, 1 million, on était les rois du monde, en fait, déjà. Non, bien sûr qu'en fait, ça s'explique pas, ça. Là, à ce niveau-là de succès, ça s'explique pas. Moi qui l'ai vécu depuis le premier jour, je me dis c'était tellement génial, c'était tellement sincère, c'était tellement drôle. C'était tellement de l'humanité en barre, en fait, que ça m'étonne, bien sûr que ça m'étonne, parce qu'en fait, je pensais même pas que ça allait m'arriver une fois dans ma vie de toucher du doigt un succès comme ça. Mais en fait, je me dis c'est tellement mérité. C'est tellement mérité. Il n'y a aucun de film de ma filmo qui méritait autant. La difficulté que tu as, c'est que quand tu arrives aussi jeune à avoir un succès comme ça, la difficulté, c'est plutôt, et ça va être un vrai travail avec ton agent, de continuer à toi qui n'es pas très carriériste. Je sais que j'en aurais pas. Franchement, je suis intimement convaincue que j'en aurais pas d'autres comme ça. À 10 millions. Parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui ne l'ont jamais vécu dans leur carrière et ils ont eu une carrière extraordinaire. Hein. Parce que ça n'arrive pas, en fait. Un autre gros sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le rôle du genre, de la femme. Très souvent, même quand une femme avait un premier rôle, c'était le second rôle, en fait. On l'appelle le premier rôle féminin. Féminin. Ouais. Et ce qui est intéressant. Et puis, il y a quelqu'un, et je pense qu'il faudrait aussi lui dire tout le bien qu'on en pense, c'est Virginie Efira, qui, il y a quelques années de ça, a dit, tu sais quoi, le premier rôle, c'est moi. C'est moi. Ouais. Et c'est vrai que c'est elle, en plus. Parce que, encore une fois, très souvent, les premiers rôles sont le premier rôle féminin. Toi, ça, quand tu vois aujourd'hui ce monde évoluer, et tu penses que c'est en train de justement de changer, ou il y a encore besoin, et que c'est un succès comme tu as eu avec ce film qui va être de plus en plus, c'est toi le premier rôle, tu sais quoi? C'était pas la femme d'eux ou le... Ça commence. Surtout la différence de salaire dans notre métier, elle est vraiment... Alors je sais que c'est le cas quasi dans tous les tafs, mais chez nous, c'est quand même... Dingue. Ah bah ouais, c'est dingue. À la même carrière, à même des mecs, moi, qui sont beaucoup moins connus que moi, et qui peuvent se promener dans la rue tranquille, et que vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se déplacer, même pour aller les voir et tout. Parfois, tu dis, mais attends, mais c'est dingue. Je pense que tu vas pas nous donner de nom, là. Non, mais en fait, parce que c'est un truc général, en plus. Là, l'auditeur, il peut très bien comprendre, il peut très bien s'imaginer que, en général, les mecs, de toute façon... Donc, tu sais quoi, donc c'est juste injuste, parce qu'en plus, moi,
j'ai pas du tout envie de prendre votre place. À aucun moment, je suis misandre en rien du tout. J'adore les garçons, j'adore nos différences. J'adore, moi, parfois, ma place, un peu de nana. Voilà. Ça me dérange pas. Par contre, l'injustice de pas être payé pareil au même salaire, c'est au même taf, c'est une dinguerie. D'avoir peur de me faire violer quand je sors dans la rue, c'est une dinguerie. D'être, ma petite, d'être traitée comme ça, comme une petite, une machin, sur des plateaux, d'être agressée quand même sexuellement, souvent. Non, en fait. Mais en fait, c'est basique, en fait. On n'est pas en train de revendiquer un truc délirant. Toutes ces années sur un plateau, t'as jamais eu à mettre un coup de poing en disant juste tu t'avances pas plus? Ah si, il m'est arrivé des trucs, il m'est arrivé. Souvent. Souvent, pas souvent. Trop souvent. Arrivé, trop souvent. Déjà, une fois, c'est déjà trop. Mais bien sûr. Mais oui, il m'est arrivé des trucs dingues. Mais je me suis déjà fait agresser sexuellement par un acteur et puis je me suis fait virer du film parce que j'avais osé dire que c'était non, on ne tenait pas son sexe comme ça devant moi et qu'on me le collait sur la cuisse sans qu'on m'ait demandé mon avis en fait. Je me suis fait virer parce que tu comprends, c'est quand même une casse-couille. Les prédateurs sont toujours là. Bien sûr, il y en a plein. Et après, on passe encore pour des menteuses, encore pour des hystériques, encore pour des... Mais ce qui est incroyable, c'est que t'es pas protégé. C'est que là, c'est toi. Alors, il était certainement plus connu que toi à l'époque. Je suis protégée. Je suis quand même protégée sur ce. En tout cas, là, tu peux rien faire quand il y a une production, un réalisateur qui, voilà. Par contre, j'ai mon agent qui me croit, j'ai mon attaché de presse qui me croit, j'ai les. Fais une photo la prochaine fois. Quel enfer, là, ça aurait pas été à son avantage en plus, le pauvre. Il faut dénoncer. Non, il faut dénoncer. Donc aujourd'hui, ça arriverait aujourd'hui. Tu dénoncerais, tu dirais juste les gars, voilà ce que j'ai trouvé, ou tu jetterais sur. J'ai dénoncé déjà à l'époque. J'ai dénoncé. Cette personne-là? Bah oui, j'ai dénoncé à la prod, j'ai dénoncé à tout le monde. D'accord, mais pas au grand public. Bah non, parce qu'en fait, c'est pareil, le tribunal populaire, il est un peu dur. C'est-à-dire que. Mais s'il y a que ça. À un moment, s'il y a que ça, alors peut-être je suis d'accord avec toi, mais j'ose croire encore à la justice et. La justice, qu'est-ce qui s'est passé après, tu sais? Non, il a fait ce film, ça a été un four, personne n'est allé le voir, c'était bien fait pour eux, peut-être c'est la justice divine. On a la chance d'avoir aujourd'hui Augustin Trapenard. Salut Augustin. Salut Alexandre. Comment tu vas? Je vais bien, c'est une rentrée littéraire, mais je vais bien, je suis heureux d'être avec toi. Tu fais partie de ces gens, et c'est pas forcément toujours le cas, qui communiquent sur pas mal de choses, pas uniquement tes succès, mais aussi... certaines failles, certaines zones complexes, compliquées, sombres. Et là, une en particulier qui est marquante, c'est ce que tu as vécu à 6 ans, c'est un viol. Et tu as communiqué assez tôt sur ce sujet-là. C'est tôt, tout est éliminé, mais tu as communiqué dessus. Et c'est pas la communication qui m'a étonné quand j'en ai entendu parler. C'est comment tu en parlais. Tu disais, tout ça est banal. En fait, c'est surtout que c'est quelque chose, moi, que je n'ai jamais caché, ou que je n'ai pas éprouvé le besoin de dire publiquement, d'abord parce qu'on m'a jamais vraiment posé la question. Mais c'est toi qui en as parlé la première fois. Je crois que la première fois, pour être très franc, c'est une question qu'on m'a posée publiquement, oui, je crois que c'était dans un podcast de 2 jeunes filles que j'aime beaucoup, qui avaient un podcast qui s'appelle Coming Out, et qui interrogeait en fait sur les expériences de l'homosexualité, un certain nombre de personnalités. Et je crois qu'elles m'ont posé des questions sur ma petite enfance, et donc je me suis mis à en parler parce qu'elle me posait la question tout simplement. Pour être franc, ça n'est pas une période très heureuse de ma vie, l'enfance de fait. C'est quelque chose avec lequel j'ai dû composer toute ma vie. C'est quelque chose auquel je pense encore tous les jours. C'est quelque chose qui reste en fait et qui reste pour toujours, qui vous tatoue quelque part. Qui vous marque qui vous marque, ouais. Mais à quel moment... C'est-à-dire que quand je te dis ça, ça veut dire que ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de moi, et que pour me connaître, il faut sans doute savoir cela. Donc quand on me pose une question, j'essaie d'avoir l'élégance, si tu veux, de répondre honnêtement. C'est un petit peu comme mon homosexualité, ça serait très étrange en fait de ne pas en parler, de ne pas le dire, même si ces deux questions n'ont rien à voir. Quand tu disais banal, je faisais exprès de parler de ce mot-là, parce que c'est malheureusement un fait encore trop souvent banal, ces violences qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être psychiques, qui peuvent être physiques. Surtout dans une certaine génération, j'ai l'impression. Et milieu. Et milieu, exactement. C'est d'ailleurs quelque chose dont on ne parle jamais. Mais moi,
si j'ai sans doute dit cette phrase, alors je ne sais pas si le mot est très juste, hein, et pardon de l'avoir employé s'il ne l'est pas. En tout cas, pour moi, ça me venait à l'esprit avec ce terme-là, banal. C'est que je ne suis pas une exception dans mon entourage, ni amical, ni forcément familial. Et je pense que cette expérience douloureuse de l'enfance... j'irais jusqu'à dire criminelle, hein, de l'enfance, en fait, malheureusement, pendant très longtemps, elle a été là, on n'en a pas parlé, et elle était impunie. Qui est la première personne à qui t'en as parlé? Je pense que ça doit être mes parents. Ah bon? Ouais. Maman, papa? Ma mère, sans doute, ouais. Et combien d'années après? Quelques années après, quand même. Je pense une dizaine d'années plus tard, ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très à l'écoute et qui m'ont entendu, qui m'ont cru. Qui t'ont cru, et déjà, je pense que ça fait une grande différence. Pour autant, est-ce que la marque s'en va? C'est pas sûr. Ça modifie quand même un rapport au corps, un rapport à l'autre, un rapport au monde également. Une forme de méfiance se met en place, une forme de dégoût peut se mettre en place aussi. Et une fragilité qui est à la fois un drame et en même temps, c'est terrible ce que je vais dire, mais une singularité. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, en lisant récemment, je crois l'année dernière, le très beau livre de Neige Sino qui s'appelle Triste Tigre, qui est un livre qui a été couvert de prix et qui est un livre qui réfléchit sur l'inceste que Neige Sino a vécu lorsqu'elle était enfant. Un livre extrêmement fort. Alors bon, moi c'est pas exactement la même histoire, mais en tout cas elle a de ces pages extraordinaires à la fin du livre où elle dit « Il m'arrive de croiser dans la rue quelqu'un que je reconnais, on se reconnaît ». Elle dit « On n'est pas forcément amis, on n'est pas forcément proches, c'est pas une complicité, c'est juste une reconnaissance. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, parce que cette fragilité, j'ai pu la reconnaître à plein de moments dans ma vie. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est pas étranger que mon métier, c'est pas innocent, pardon, que mon métier, ce soit justement de rencontrer des gens, de les interroger, de délivrer leurs paroles. C'est peut-être aussi que je suis en quête perpétuelle de reconnaissance, de cette forme de reconnaissance. Beaucoup trop de personnes aujourd'hui en position de pouvoir vont continuer justement à être ces prédateurs, et que c'est important pour beaucoup de gens d'entendre quelqu'un comme toi, qui est ce personnage public, et dire « Les gars, c'est arrivé ». L'injonction à devenir porte-parole, elle est extrêmement violente également. Bien sûr. Et c'est quelque chose, moi, avec lequel, encore une fois, j'ai dû composer toute ma vie. Cette injonction-là, je la trouve terrible. Déjà, l'injonction à prendre la parole, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne force pas une victime. Tu sais, dans mon métier, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver confronté à des victimes. Et je me suis posé des questions éditoriales, des questions de journaliste, en fait, où je me suis dit, est-ce que je vais confronter mon invité à cela? Ce que tu es en train de faire. Et ben, tu vois, plusieurs fois, je me suis dit non. Parce que je trouve que c'est extrêmement violent, à un moment donné, d'aller demander des comptes à une victime. Je trouve ça dur. Si la victime choisit, donc là, c'était mon cas, donc c'est pour ça que je te respecte et que je te réponds. Mais si la personne a choisi, si tu veux, d'en parler et de rendre ça vocal, il n'y a aucun problème. Mais si elle a choisi de le garder pour elle, je pense par exemple, c'est un cas intéressant, je peux en parler, à une interview que j'ai faite d'Eva Green. Eva Green, donc cette comédienne, fille de Marlène Jobert, et il me semble que Marlène Jobert, quelques jours avant l'interview que je faisais d'Eva Green, avait déclaré et dit publiquement que sa fille avait été une victime d'Harvey Weinstein. Moi, je me suis retrouvé dans un studio avec Eva Green et s'est posé pour moi la question de savoir si j'allais la confronter à la parole de sa mère. À partir du moment où Eva Green n'avait pas pris la parole elle-même pour parler de cette agression, j'ai considéré que ça n'était pas à moi de le faire. Mais pour te répondre, il m'est arrivé dans certaines émissions de ne pas en parler, mais que ce soit là, que ce soit présent. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Je prends l'exemple d'un écrivain qui s'appelle Claude Ponty, qui est un écrivain pour la jeunesse, qui n'a jamais fait mystère du fait qu'il a été agressé quand il était jeune. Et on n'en parlait pas du tout. Et je me souviens, c'est une scène qui m'a énormément marqué.
à la fin, au milieu de mon émission à la radio, il y avait un disque. Donc j'ai lancé le disque. Et là, il m'a pris la main et il m'a dit et vous, c'était quand? C'était qui? Eh ben ça, tu vois, c'est la reconnaissance dont je te parle. J'avais pas eu besoin de parler de ce sujet-là. Il était là, il était présent, il avait compris, il avait senti. C'est un des moments les plus forts de mon parcours de journaliste. Et je te dirais même un des moments les plus forts de ma vie. Tu parles avec vraiment toujours beaucoup de passion des gens que tu aimes ou que tu admires, parce que tu en admires un certain nombre, que ce soit les écrivains, on entend là aussi pour des musiciens. Ou toi-même, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, mais moi j'aimerais bien passer de l'autre côté? Alors pas du tout. Jamais. En revanche, tu viens de dire un mot hyper important pour moi, qui est le mot admiration. Aujourd'hui, c'est très mal vu d'admirer. Aujourd'hui, quand on admire, on a l'impression qu'on serre l'invité, pour ne pas dire qu'on le suce. Et ensuite, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'admirer. Parce qu'admirer, c'est se mettre en retrait. Admirer, c'est à un moment donné décider qu'on n'est plus le centre du monde. Admirer, c'est avoir l'humilité, à un moment donné, d'apprendre quelque chose de l'autre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je comprends pas, en fait, ce monde où on renie l'admiration comme ça. Moi, quand j'invite quelqu'un, c'est aussi parce que je l'admire. Et tu arrives à admirer un texte si tu sais que celui qui l'a écrit est une catastrophe? Oui, bien sûr. La littérature, c'est pas, comment on pourrait dire, c'est pas seulement une vision du monde, c'est pas seulement quelque chose de référentiel. La littérature, elle est aussi métaphorique, et la littérature, c'est aussi une construction, un art, un artisanat même. Et quelquefois, je peux admirer une construction absolument magnifique. Par exemple, j'admire la langue de Sade. J'admire la façon dont le marquis de Sade pense, même si c'est une pensée malade. J'admire la façon dont cette pensée se construit. J'admire la façon dont il lutte quelque part, pour parler du marquis de Sade, contre la censure en écrivant de façon ininterrompue, comme une forme de contre-censure. C'est ce que disait Roland Barthes à son sujet. Il y a des choses encore aujourd'hui, à part Tennisman, que j'aurais bien aimé, mais alors j'ai pas le corps, mais j'aurais bien aimé, ça c'est sûr. Déjà pour moi, et c'est important, on n'en a pas encore parlé, mais la réussite ne se mesure pas au succès professionnel. D'ailleurs, tu te rappelles, on en a un petit peu parlé avec les chiffres. Pour moi, la réussite n'est pas quantitative. Vraiment pas. D'ailleurs, je m'érige très souvent contre les questions de classement, de hiérarchie, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, je sais pas comment te dire. Moi, déjà, j'ai été très privilégié. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des émissions qui étaient regardées ou écoutées, des émissions où je me suis amusé, qui ont été des aventures professionnelles et humaines extraordinaires pour moi. Non seulement, je suis pas un grand ambitieux, j'ai pas forcément envie de faire plus ou de faire mieux. Je te dirais qu'en fait, sur ma bucket list, il y a beaucoup de choses très intimes, très privées, parce que ce que j'ai mis de côté pendant très longtemps avec cette carrière, c'est ma vie privée. Boulimique. Tu vois, ce que j'ai mis de côté, c'est ce qui pour moi est le centre du monde, à savoir l'amour. Ce que j'ai mis de côté pendant longtemps, c'était ça. Donc oui, si tu veux, sur ma bucket list... j'aurais des choses intimes, des choses... Paternité. Notamment, je pense. Notamment, ouais. Peut-être ça, ces questions-là. Ce sont des questions très importantes pour moi, ouais. En tout cas, j'y réfléchis beaucoup. Bonjour Franck Gastambide. Bonjour Alexandre. Comment tu vas? Plutôt bien. Je suis ravi d'être là. C'est toujours une expérience étonnante, parce que je sais que là, on part pour un voyage dans lequel on va se dire plein de choses que je n'aurais sans doute jamais dit dans aucune autre promo. Et c'est ce format que tu as créé qui permet ça. Tu en parles justement du gamin de Melun qui devient dresseur de chien. Pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de Franck Gastambide, il faut bien remettre en fait la situation et l'expliquer. Tu grandis à Melun, tes parents dans un milieu modeste, si ce n'est très modeste, ta maman est femme de ménage, ton papa travaille dans l'assurance, mais rapidement, il n'est plus dans le foyer. Donc tu te retrouves déjà dans un foyer qui est, si ce n'est dysfonctionnel en tout cas, qui est dans une position compliquée. Et là, addition à ça, ce qui est le cas comme d'un certain nombre de personnes, tu te retrouves être non diagnostiqué, mais tu te retrouves en grande difficulté scolaire parce que tu cumules les 10, puisque tu es dyslexique, on en entend beaucoup parler, les gens connaissent peut-être moins
la dyspraxie et la dyscalculie. Et toi, en plus, je crois que tu es dysorthographie. Donc, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres dys qui puissent exister. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve dans une période, c'est mieux fait aujourd'hui, c'est pas encore parfait, mais en tout cas, aujourd'hui, on diagnostique les élèves, les enfants qui sont 10, sans les montrer du doigt en leur disant quels s'ils sont bêtes, puisque on sait très bien que ça prend plus de temps à lire, à apprendre, à comprendre, à calculer. Donc, on leur donne souvent des temps plus importants pour le faire. Toi, à ce moment-là, on t'affiche. Et là, donc voilà, c'est l'accompli. C'est l'humiliation au quotidien. Oui, parce que ce qui change tout, et heureusement les choses ont évolué, c'est que à mon époque, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, tu finis par te dire que tu es tout simplement un imbécile. C'est ce que les gens disent de toi. Oui, et alors aujourd'hui, on va pouvoir revenir dessus. Les choses avancent, évoluent, on se rend compte très vite et très tôt qu'il y a un de ces handicaps, un de ces 10, et c'est là où ça change tout. C'est là où ça change tout parce que, dans mon cas à moi, à partir du moment où on ne savait pas ce que j'avais, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que penser que tu vaux moins que les autres. Et le terme est léger. En vérité, tu as vraiment l'impression que tu es un imbécile. Parce que le système scolaire et la scolarité et les résultats scolaires sont la seule chose dans lesquelles tu peux exister quand tu es un gamin. Ce qu'on te demande, c'est t'es classé combien à l'école? Et t'as quelle note? Et ta moyenne générale, c'est ça? Et c'est combien? Et est-ce que t'as eu ton brevet des collèges? Et bon, quand t'as rien de tout ça, et que cette question est systématiquement une humiliation quand on te dit t'es classé quelle place à l'école? Mais toi, t'es dernier. Toute ma vie, j'ai été dernier. J'ai jamais été avant-dernier une seule fois. Donc, tu grandis dans, d'abord, ce manque d'estime de toi, et puis, devant ce constat d'être une déception pour ta famille, pour tes parents. Et là, en plus, particulièrement tes parents, là, on parle de ta maman, parce que c'est vrai qu'il y a une relation de toute façon particulière avec tous les garçons, toutes les filles aussi, mais tous les garçons avec leur maman. Donc cet amour, ce regard d'amour n'existe quasiment pas. En tout cas, il est rapidement abîmé par le fait que il est considéré que tu es le dernier, enfin tu es le dernier de la classe, donc considéré que tu n'es pas suffisamment intelligent, et donc se trouve, ou même tes parents, ce que tu me disais, c'est que ils arrêtent même de venir aux réunions parents-professeurs. C'est que tu te retrouves... Oui, la réunion parents-prof est une humiliation pour eux. C'est les parents du dernier. C'est les parents du dernier de la classe. J'ai entendu toute ma vie cette phrase de qu'est-ce qu'on va faire de lui, des professeurs, mais aussi de ma mère. Ah, donc, te construire et grandir dans les yeux déçus de tes parents, dans les yeux ensuite inquiets, parce que il y a d'abord, putain, mon gamin c'est le dernier, mon gamin il comprend rien, mon gamin il lit pas bien, mon gamin il fait des fautes tout le temps, et puis au fur et à mesure de l'âge, c'est qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce qui va devenir de sa vie, tu vois? Pour entrer dans quelque chose de plus fort et plus concret sur le sujet dont j'ai eu le temps et la possibilité de réfléchir. Le problème, et je vais parler là au nom d'autres personnes qui ont mon handicap, parce que, évidemment, depuis que j'ai pris la parole sur ce sujet, j'ai reçu des milliers de messages. À chaque prise de parole, et sur des énormes médias comme 7 à 8 sur TF1, ce genre de choses, où derrière, tu reçois des milliers de messages, et où je me suis dit, j'ai bien fait d'aller en parler, alors qu'en vérité, quand tu vas faire ta promo d'un film d'action Netflix, tu pourrais essayer de faire le mec qui est invincible. Et tu montres cette vulnérabilité. Ouais, et elle n'était pas calculée, cette prise de parole, et heureusement que je l'ai fait, parce que je me suis dit que moi, à mon époque, quand j'étais dernier de la classe et que je me sentais dans l'esprit de quelqu'un qui parfois était même plus malin que tous ses camarades de classe, mais malgré tout, j'avais aucun moyen de le prouver puisque j'étais dernier de la classe, et que ton classement et tes notes et ton bulletin scolaire est le seul moyen de prouver si t'es, entre guillemets, intelligent, ce qui est évidemment une erreur, mais en tout cas, c'était le cas dans le regard de ces professeurs, du système scolaire et aussi de ma famille. Donc, ce qui est important, c'est que il faut comprendre que les résultats scolaires, puis l'accessibilité à un diplôme, et donc à un bon métier, ou l'incapacité de ce diplôme qui te permettra d'avoir un bon métier, n'est qu'une petite partie des conséquences de ce qu'on les dise. Là, ce dont je veux te parler, c'est quelque chose que j'ai vraiment identifié assez récemment, en fait. Les conséquences de la dyslexie, de la dyspraxie, de tous les handicaps invisibles, ne s'arrêtent pas à la fin de la scolarité, parce qu'ils font des dégâts.
Et ces dégâts, tu te les traînes longtemps. Au moment où je te parle, je les traîne encore, ces dégâts. Le processus, c'est... Je suis incapable d'avoir un bon diplôme, j'ai été nul à l'école toute ma vie, on m'a répété que j'étais nul, j'ai constaté par moi-même que j'étais nul, je commence à avoir des gros problèmes de confiance en moi. Alors soit je suis en train de me construire avec cette confiance en moi, alors là, je l'éteins carrément, soit j'en avais un peu puis je la perds. Alors tu grandis avec ce manque de confiance en toi. Là où ça devient dangereux, c'est que ce manque de confiance en toi se transforme en une dévalorisation. Tu te dévalorises toi-même. Et à ce moment-là, tu es en danger dans notre société. Parce que tu vas accepter qu'on te traite mal dans une société, dans un groupe d'amis. Tu vas tomber amoureux de la mauvaise personne, dont tu vas accepter qu'elle te parle mal et qu'elle soit méchante avec toi parce qu'on t'a répété toute ta vie qu'est-ce qu'on va faire de toi. Et là, tu trouves quelqu'un qui veut de toi, alors tu vas tout accepter de cette personne, même les choses que tu ne devrais pas accepter. C'est pour ça que je te dis que les conséquences de ces handicaps invisibles, ils ne s'arrêtent pas à la fin de la scolarité. Ils continuent dans ta vie, ils continuent dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle et dans ta vie sentimentale. Parce que dans ta vie sentimentale, tu vas aussi probablement rencontrer un homme ou une femme, selon qui tu es, qui aussi a des symptômes, qui peut-être elle a souffert d'autres problèmes avec son père, son rapport aux hommes, son rapport aux femmes, peu importe, qui font qu'elle va aussi projeter sur toi ces choses-là. Mais quand toi, t'es un mec qui, même si extérieurement t'as l'air un peu solide, mais que tu es confronté à, en permanence, la construction que tu t'es faite de toi, c'est-à-dire un mec qui est quand même un peu nul, un mec qui sait pas écrire une lettre sans faire de faute, un mec qui a des problèmes avec les chiffres, un mec qui a des problèmes avec l'électronique, ce qui est mon cas en l'occurrence, tu vois, eh ben, t'as grandi avec tout ça. Tu te soignes pas comme ça de tout ça. Et puis, tu vas chercher à te guérir sur des choses, tu vas chercher à compenser, alors tu vas aller vers une fille et c'est pas la bonne. Parce que peut-être qu'elle est très jolie, puis toi, t'as besoin de dire à ta mère qui te disait « Bah, qu'est-ce qu'elle te trouve, toi qui es nul à l'école ?» Oui, mais elle est jolie, hein. Elle est jolie, mais elle a d'autres problèmes. Et elle va te faire l'enfer. Toi, justement, cette reconnaissance du public, quand tu marches dans la rue, on te reconnaît assez facilement. Est-ce que tu mets une casquette et des lunettes, comme certains copains qui veulent pas trop qu'on les ennuie? Est-ce que toi, t'es content de prendre le métro et de faire des selfies? Comment tu la vis, toi, ce moment de notoriété qui était impossible d'imaginer quand t'avais 18 ans, 15 ans, 20 ans? Alors, d'abord, c'est une partie de la carrière qui m'a jamais fait rêver. Il y a jamais un moment où je me suis dit « J'espère un jour faire des photos avec des gens dans la rue ». C'est pas ce qui me faisait kiffer. Ce qui me faisait kiffer, c'était de réussir enfin à faire quelque chose de ma vie, de réussir à accomplir quelque chose qui, en plus, attirera des regards sur celui que j'étais, qu'on regardait que en disant « C'est lui qui est le dernier de la classe ». Donc, cette partie de notoriété, en vérité, tu l'appréhendes jamais vraiment. Elle est pas facile à préparer, elle est même impossible à préparer. Ma chance à moi, c'est que Ramzy était déjà mon ami proche avant que je sois connu. Parce que je rencontre Ramzy, je dresse rang-en-plan sur le film Les Dalton, et on devient potes. Et donc je traîne avec Ramzy. Et je vois comment Ramzy se comporte avec les gens dans la rue. Et par mimétisme, je crois que j'ai compris que c'est comme ça qu'il fallait se comporter. Et là, on parle de quelqu'un qui a un niveau de notoriété qui est très au-dessus du mien. Et j'ai le souvenir d'être avec Ramzy dans la rue, qu'un van avec une quinzaine de personnes s'arrête pour faire les photos, voir Ramzy qui fait les 15 photos, et lui dire « C'est pas chiant, t'en as pas marre ?» Et il m'a dit « Si ça s'arrête, un jour, ça sera pire. » Alors ça, c'est la première leçon. Tu vois, qui est une leçon vraiment de mon grand frère du métier. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que moi un jour on m'a présenté mon idole ultime, le père que j'ai pas, Sylvester Stallone, qui a été tellement gentil avec moi, qui m'a dit viens on fait une photo comme ça, eh ben viens on fait une photo comme ça, et je me suis dit mais moi j'ai jamais de la vie je vais refuser une photo avec qui que ce soit, même Stallone a bien voulu faire une photo avec moi, tu vois. Et puis moi je suis un fanboy, quand j'étais plus jeune, j'ai demandé une photo avec Jamel Debbouze, j'ai demandé une photo avec Zidane, et ils m'ont tous dit oui, et moi maintenant que je suis connu, qu'on me demande des photos, je dirais non. Donc, évidemment que règle numéro 1, jamais on refuse une photo, ça c'est la base de tout. Et puis je dois aussi reconnaître que les gens sont gentils avec moi, donc c'est pas très compliqué, tu vois. La seule chose, c'est que, moi j'ai le souvenir avec une ex-petite amie être en train de m'engueuler dans la rue avec elle, et quelqu'un qui me dit « Excusez-moi, désolé de vous déranger, hein, je peux quand même faire une photo ?» Et on s'arrête, on fait la photo, il part et on se re-engueule.
Tu vois, ça arrive quand même parfois que c'est pas le bon moment, tu vois. Mais j'ai aussi appris à me dire, il faut que tu acceptes les moments où, bah là, il va falloir aller faire des photos. Et puis, si t'es pas bien aujourd'hui, bah évite de sortir, tu vois. Parce que, tu sais, ce qui est délicat sur ça, c'est un vrai sujet, ça, quand même. Parce que, il y a une différence aussi entre... C'est ce qui fait que tu peux jamais refuser une photo, qu'il ne faut pas d'ailleurs. Mais il y a celui qui vient te voir parce que il t'a croisé, il voit à peine qui t'es, et puis il veut te mettre ça sur son Snap pour dire j'ai croisé lui, je sais plus comment il s'appelle. Donc lui, il t'a quand même arrêté dans ta journée pour faire une photo. Mais toi, tu peux pas savoir si c'est ce mec-là ou si c'est un mec qui, depuis les Kaira, te suit et qui te dit mais j'ai vu tous les Kaira shopping de l'époque, bravo pour ta carrière. En arrivant dans ce studio, j'ai le scooter qui est garé devant, il y a 20 mètres à faire. J'enlève mon casque, il y a un mec qui s'arrête, il fait hey, Franck, mortel, c'est quand la cage? Super, c'est mon gars, pas de problème, vas-y, c'est bientôt. Et puis, juste devant la porte, bonjour, je voulais te dire, j'attends vraiment ton prochain film. Et moi, je te suis depuis les Kaira, et bravo pour ceci, et bravo pour cela. Et ces moments-là sont précieux, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait que le mec qui a toujours le même manque de confiance en lui se dit, putain, t'as touché ces gens. Ça fait quelque chose. Et nourris-toi de ça, quoi. Si tu commences à faire, ils me font chier les gens de me parler, mec, t'as tout fait pour qu'ils viennent te parler, les gens, donc... Bienvenue, Ibrahim Malouf. Mettons le côté trop dur de ton père. Est-ce que tu penses que s'il t'avait pas forcé, comme ça, tu serais en face de moi aujourd'hui? Évidemment que non. Ouais. Ah non, j'aurais fait complètement autre chose. Mais ça veut pas dire... Enfin, comment dire ça? Ça veut pas dire que j'aurais raté ma vie. D'ailleurs, moi, je dis tout le temps... ta définition de la réussite. Mais exactement. Il y a pas longtemps, j'ai fait une interview et elle m'a dit... comment on fait pour réussir sa vie, etc. Je lui avais dit, mais moi, j'ai pas du tout réussi ma vie. Moi, j'ai même raté ma vie. Elle m'a dit, mais c'est absurde de dire ça, etc. Je dis, mais non, c'est la vérité. Moi, je voulais être... Moi, toutes les choses que je voulais faire, je les ai toutes ratées. Quand j'étais jeune, je voulais être architecte. C'est clairement raté. Même si de temps en temps, je dis... Parce que comme j'ai dit, j'essaie de rendre tout un peu poétique. Je dis que j'ai, d'une certaine manière, aujourd'hui, avec la musique, je contribue à architecturer, à construire le monde dans lequel on vit quand on a les yeux fermés. Voilà, c'est ma manière de me consoler. Mais c'est pas celle que tu imaginais. Mais c'est pas celle que je voulais. Ensuite, quand j'ai commencé à faire de la trompette et finalement d'en faire mon métier, je voulais vraiment être soliste international, classique. C'est-à-dire représentant de l'école de mon père, de Maurice André. Et donc, tu verrais des vidéos, je pourrais même t'en montrer des vidéos de moi quand j'avais 19 ans. J'avais pas la même gueule qu'aujourd'hui, évidemment, parce que j'ai vieilli, mais j'avais pas du tout le même style. Je m'habillais pas pareil. Je me voyais en soliste. Je me voyais en Gauthier Capuçon. Je me voyais en... Et à l'époque, il était comme moi, il était étudiant. Mais je me voyais dans ce style de carrière-là. Je me voyais je me voyais tourner avec les orchestres de Pékin, de Chicago, etc. Je me voyais faire ça. J'ai raté ça aussi. On m'a pas donné l'opportunité de le faire et j'ai pas pu saisir les quelques rares opportunités qu'on m'a données. Ça a pas marché. Ensuite, je me suis dit, pourquoi tu penses d'ailleurs? Pourquoi tu penses? Tu les as pas saisis ou tu les as pas donnés? J'ai pas été invité dans les bons festivals. Dans les gros festivals. J'ai jamais été invité dans les gros festivals. Là aussi, Maurice André, je raconte ça aussi souvent, mais avait eu ce mot. Un jour, je l'appelle et je lui dis, mais on l'appelait Maître à l'époque. Je disais, Maître, je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas. J'ai gagné tous les concours, pratiquement. Je suis arrivé en tête de tous les concours internationaux auxquels j'ai pu me présenter. Même le concours Maurice André qui porte votre nom, je suis arrivé en tête du concours. Et aujourd'hui, je me retrouve 2 ans après et je suis encore en train de galérer pour prouver que je suis quelqu'un qui est capable de faire une carrière classique. Et je me rappelle, donc il m'a dit ce mot qui à l'époque m'a beaucoup blessé. Je l'avais pas compris, c'est plus tard que j'ai compris. Il m'a dit, tu sais Ibrahim, malheureusement, c'est pas demain la veille que les grands festivals français accepteront que ce soit quelqu'un qui s'appelle Ibrahim qui leur apprenne comment on joue Haydn. Moi, j'étais au téléphone, je me dis, mais quel connard. Dans ma tête, je me dis, mais quel con de me dire un truc pareil. Et après, j'ai compris qu'il avait complètement raison. Ouais. Il avait complètement raison. Il était hyper bienveillant en me disant ça, en fait. Je peux continuer comme ça. J'ai au moins 7 trucs que j'ai complètement ratés dans ma vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est parce que tout a été échec. On parle du talent, c'est un peu ce que je dis. Est-ce qu'on peut réussir qu'avec le talent ou est-ce qu'il faut juste travailler beaucoup plus que les autres? Tu n'aurais pas travaillé beaucoup plus que les autres? Même chose, tu aurais pu... réussir à... Je sais même pas si je travaille plus que les autres. Tu penses pas que t'as... Mais si, quand tu travailles tous les jours parce que ton père est derrière toi... Ça m'est arrivé des fois de le penser. Et quand j'étais petit, mon père il me disait toujours aussi, il faut travailler 2 fois plus que les autres parce qu'on est moins légitime ici. C'est ça qu'il me disait. Il dit, ici en France, on est moins légitime, il faut travailler 2 fois plus que les autres. Tu crois pas c'est vrai ça? Moi je crois que c'est vrai. Je sais pas. J'ai même pas envie de le penser comme ça en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas envie de dire ça parce que je trouve que c'est presque maladroit et un peu présomptueux.
de dire, moi, parce que j'ai travaillé 2 fois plus que les autres, alors j'ai réussi. D'abord, peut-être que je ne considère pas que j'ai réussi, pour commencer. C'est ce que je disais. Moi, c'est par le hasard des rencontres. Et non, je pense que c'est important de mettre l'accent, de savoir valoriser les vraies choses où on doit être valorisé et celles où il n'y a pas forcément de nécessité. Moi, je trouve que la valeur travail, elle est importante. Et je pense que j'ai énormément travaillé, mais pas forcément plus que les autres. Je pense que j'ai travaillé certainement beaucoup plus que beaucoup de gens. Mais je pense qu'il y a un pourcentage de gens qui a travaillé autant que moi, voire peut-être plus, et qui n'a pas eu la chance de faire les rencontres que j'ai faites. Je t'entends, mais sans avoir travaillé autant que ça. De toute façon, si tu ne travailles pas, il ne se passe rien. La théorie des 10 000 heures, la théorie des 10 000 heures, tu la connais ou pas? Oui, mais ça ne garantit pas la réussite. Mais en tout cas, c'est le minimum pour le faire. Cette théorie des 10 000 heures, elle a été faite, elle a été étudiée. Je connais des gens qui n'ont rien foutu et qui cartonnent aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. J'en connais quelques-uns. J'en connais quelques-uns. Je ne ferai pas de liste, mais j'en connais quelques-uns. Oui, mais il en existe très peu par rapport au nombre. Moi, j'ai rarement eu dans ma vie des gens qui ont bien réussi selon leur objectif. Je ne dis pas que c'est celui qui vendra le plus d'albums. Hein. Je dis selon les objectifs de départ, qui n'a pas plus travaillé que la normale ou que les autres. La théorie des 10 000 heures, pour ceux qui nous écoutent, c'est une théorie qui a été développée par un psychologue qui s'appelle Anders Ericsson. Il a été fait, ça va te parler, l'école de violon de Berlin. Il a pris, quand on prend les petits Ibrahim qui arrivent à 6 ans à l'école de Berlin, ou 7 ans comme toi, oui, mais ils terminent à 18 ans. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Mais non, il n'y a pas à se méfier. C'est la data. Les gens ont vu entre le début et l'entrée, ceux qui travaillent, ceux qui ont tous été capables d'aller. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. En tout cas, je pense qu'il y a plus de chances, en tout cas, c'est les études qu'ils ont faites, qu'ils terminent à faire à tourner partout en Autriche ou en Allemagne ou dans le monde. Oui, mais alors attends, regarde, tu sais quoi, puisqu'on parle de ça, puisqu'on axe là-dessus, la masse de travail, je pense qu'elle est importante et elle est même indispensable si on veut faire du bon boulot. Oui. Ça, personne va dire non, il suffit de ne pas faire grand-chose. Oui. Je dis simplement que, petite parenthèse, que dans le monde dans lequel on est, il y a des exemples de réussite qui sont malheureusement pas liés à la qualité du travail ni à la masse de travail qui est fait. C'est juste une manière d'être pragmatique là-dessus. Et c'est d'ailleurs un grand problème, hein, parce qu'on nous vend des parcours qui ne sont pas réalistes. Oui. Et t'as raison. Voilà. Bien sûr, c'est le loto, quoi. Bien sûr. C'est le loto. Jouer au loto, vous allez voir, vous allez devenir millionnaire. Bah non, en fait, quand tu joues au loto, tu ne deviens pas millionnaire. En fait, tu perds ton argent. C'est la réalité. Et par contre, c'est vrai qu'il y en a, malheureusement, ou heureusement pour eux, qui ont joué et qui gagnent. Voilà, donc ça, c'est pas la même chose. Mais par contre, non, je pense qu'il y a plusieurs choses qui... Je pense qu'être à l'écoute de la réalité de l'environnement dans lequel on est, avoir du discernement, c'est un peu ce que je disais, c'est comme l'exemple que je donnais quand tu vas au bar avec une personne avec qui tu as envie de sortir, avoir du discernement, sentir, avoir de la psychologie, être capable de sentir si en face de toi ça mord pas, ça plaît pas, savoir structurer son cerveau pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce que si tu n'expliques pas, personne ne comprend à ta place. Savoir penser à côté, comme disait Einstein. C'est-à-dire que si... L'exemple que tu me donnes des violonistes. Oui, si tu travailles 20 000 heures, tu joueras mieux que si tu travailles 10 000 heures. Et si tu travailles 20 000 heures, la chance que tu as d'entrer en violon solo à l'orchestre de Berlin sera bien plus importante. Mais pourquoi? Parce que c'est un chemin codé. Le travail, la méthode, la méthode Paganini ou la méthode Suzuki et la méthode je sais pas quoi, on sait que ça mène vers ça. Et donc si tu travailles beaucoup, alors si en plus tu es doué, tu travailles beaucoup. Moi j'étais pas doué à la trompette. Hein. Si en plus tu travailles beaucoup et qu'ensuite tu suis le chemin qu'on t'a donné pour arriver ensuite à l'orchestre de Berlin, pour ensuite passer le concours et devenir soliste. Oui bien sûr, mais ça c'est un chemin qui est déjà balisé. C'est comment faire pour devenir un super pilote de Formule 1. Bien sûr tout le monde sait qu'il va falloir travailler. Mais la vie, c'est pas uniquement suivre des chemins balisés, c'est aussi savoir penser à côté, c'est savoir aussi inventer des choses. C'est aller chercher la part de génie qu'il y a en chacun de nous. On a tous des choses sur lesquelles on est un peu génial. On a tous des petites lumières à des moments. On a tous une créativité. Même nos gosses, quand ils ont 1 an, 2 ans ou 3 ans, moi je le vois avec mes gosses, mais aussi avec les gosses des autres.
Il n'y a pas que les tiens qui sont Il n'y a pas que les miens qui sont bien. Ils sont tous géniaux. Je le vois vraiment chez l'enfant, chez le bébé, chez les adultes, chez les vieux aussi, qui sont frustrés de ne pas avoir fait des trucs parfois dans leur vie, alors qu'ils avaient un talent fou, etc. D'être à l'écoute du génie qu'il y a dans chacun de nous, et d'être capable de suivre et de se faire confiance. Parce que le problème aussi, c'est qu'on nous donne pas les clés pour avoir confiance en nous. Et alors du coup, on nous dit, faut bosser. Mais il n'y a pas que bosser. Bonjour Adriana Carambeu. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Il y a un rôle ou un titre que t'aimes comme par-dessus tout, c'est celui de maman. Et on va commencer par là, puisque c'est ce que tu définis toi-même, l'amour de ta vie. Alors, faut pas que tes amoureux le prennent mal, mais l'amour de ta vie, c'est ta fille, Nina. Tu l'as eu en 2018. C'est un processus qui a été long avant d'avoir Nina. Tu fais partie, c'est aussi ça et tu le sais sur Pause qu'on en mettait en avant, c'est parfois il y a des chemins de traverse. Ce chemin a été douloureux aussi, difficile pour arriver à avoir cette jeune fille, parce que tu as pris des années à prendre ces décisions-là. Et puis, il y a beaucoup de femmes, chaque année, je veux juste le rappeler, il y a 120 000 personnes qui ont besoin d'une assistance à la procréation en France. Donc, c'est beaucoup de personnes qui doivent passer par là. Et moi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, que tu écris dans ton livre Libre, c'est le principe de faire un enfant. Et toi, tu le dis comme ça. Et en fait, j'avais vraiment jamais vu comme ça. Tu dis, il a fallu vraiment que je fasse un enfant. Donc, raconte-nous un peu cette... Oui, parce que je me suis, pour des raisons personnelles, que je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus. Pourquoi je me suis réveillée si tard? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'avais une histoire compliquée avec mon papa ou pas? Parce que c'est une forme de spéculation que je suis en train de faire. Je ne sais pas. Ça peut être parce que j'ai senti parfois que, puisque j'ai mal vécu cette relation, peut-être que je pourrais éventuellement devenir une mauvaise mère. C'était une question qui se posait. Ou parce que j'ai aimé être dans une relation amoureuse et que ça. Exclusif, tu veux dire? Oui, ouais. Où j'avais peur d'abandon quelque part, parce qu'avec un arrivée d'un enfant, on peut se dire quelqu'un va nous laisser tomber. I don't know. C'est très bizarre. Mais en tout cas, je n'étais pas prête. Donc, ce moment où j'étais prête est venu très tard. Et quand il vient trop tard, il faut faire un enfant. J'ai eu ici des gens que j'aime beaucoup qui m'ont partagé des systèmes de vie ou des moments qu'ils ont vécu douloureux. Récemment, j'ai eu Céline Gréco qui est aujourd'hui c'est marrant, tu vas beaucoup l'aimer parce que c'est un médecin aujourd'hui, elle est responsable à l'hôpital Necker Enfants Malades, et son papa a commencé à être violent avec elle dès qu'elle a eu 4 ans. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous conseille ce podcast qui est exceptionnel. Elle en a écrit un livre aussi qui a été un vrai succès. Et elle explique certaines modalités de pensée. Et en particulier, toi, ce que tu as vécu aussi, c'était ce moment où elle, à un moment ou à un autre, elle attendait avec tellement de stress, ce moment où elle allait se prendre une volée ou la ceinture, que quand ça arrivait, elle en était quasiment soulagée. Oui, c'est ce que je dis. Et toi, ce que tu dis. C'est ce qui est totalement incroyable de pouvoir imaginer ça, c'est que tu savais que ça allait arriver. Mais tu sais pourquoi? Parce que la douleur physique est moindre que cette terreur émotionnelle ou psychologique. C'est fou ça, parce que c'était vraiment ça. J'attendais que ça explose. Après, je savais que... Tu relâchais pendant 24 heures. Pour un petit moment, oui. Non, mais c'est dingue. C'est triste en même temps, mais c'est tellement incroyable. On peut pas imaginer ça. On peut pas imaginer ça. Et tu le dis, tu l'écris, une espèce de sac dans lequel on tape quand on est mauvaise humeur et qu'on a juste envie de torturer gratuitement un être humain. Voilà ce que tu écris quand même sur ce moment-là. Tu me disais tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il s'en rendait compte? Et à quel moment tu lui as dit? Tu le vois moins, tu le vois plus, je crois mais tu l'as quand même invité, et c'est quand même incroyable. Et j'ai eu cette question-là avec Céline, ou avec Mohamed Bouafsi, que tu connais peut-être, ce journaliste génial, qui lui aussi se faisait violenter par son papa et sa maman également. Et à un moment ou à un autre, en fait, l'un et l'autre, ils auraient été prêts à pardonner. Juste pour un « je t'aime », juste parce que j'ai déconné. Toi, quand il vient à ton mariage,
ton second mariage, tu l'invites, il t'aurait dit je te demande pardon, tu l'aurais pardonné? Ouais, je pense que oui. Il m'a pas demandé. T'aurais aimé qu'il te demande? Oh, maintenant c'est pas grave, c'est fini, mais j'aurais aimé, oui. Parce que c'est ce que je dis dans le livre. Il aurait pu dire je savais pas faire. J'ai déconné. J'étais tellement pas bien dans ma peau. Je comprenais pas la vie. J'étais pas à ma place. Tu vois, je te fais tout tu donnes que t'aurais aimé avoir. Putain, pardon. Mais il l'a pas fait, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'il y a une recherche absolue de... C'est ce qui a fait certainement d'une certaine manière qui tu es devenu. Et... Je peux... Pardonner, c'est compliqué, mais je peux... Comprendre, tu veux dire, c'est ça? Non. C'est incompréhensible. Je peux oublier. Je peux mettre de côté. C'est fini. C'est de la résilience. Oui, mais je te promets que c'est impossible avec cette personne-là. C'est ça le problème. Et ton sujet de ta maman qui t'a pas assez protégée, tu la mets souvent en avant parce que tu as fait la même université que toi, tu t'as marché dans ses pas jusqu'à un certain moment. Parce qu'elle était abîmée par lui aussi. T'es sous son emprise. Beaucoup plus faible. Et justement là, j'avais pas envie d'être faible, moi. Comme ma maman a été. Elle était faible. Elle s'est pliée. Elle n'en avait pas besoin, elle avait tout pour elle, d'ailleurs. Mais elle a fait... franchement, je ferais pas la même chose. Jamais, mais alors jamais. Et comme j'ai eu ma fille, comme j'ai eu Nina, c'est là où je me suis rendu compte, non, on peut pas. C'est impossible. Et je me suis mis, évidemment, comme ma fille est née, dans le basket de mon père. Et c'est là où c'est devenu encore plus bouleversant. Et là, je me suis dit, ah non, franchement, non. Je peux pas pardonner ça. C'est impardonnable. Non, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais? Soit aux jeunes qui vivent ça, soit plus âgés qui hésitent à en parler. La parole, libérer la parole. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que d'en parler, c'est bien. C'est bien de faire sortir des choses. Soit on parle à nos amis, mais de le mettre en papier, c'est encore mieux. C'est quelque part, j'ai écrit ce livre pour ma fille, mais c'est aussi quelque part comme si j'ai écrit une lettre pour mon père. Une fois c'est sorti, et c'est là, on se sépare. On se sépare de ce fait. Est-ce que ce que je vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, depuis que j'ai écrit le livre, beaucoup de personnes viennent me voir et me disent moi aussi j'aimerais bien me débarrasser, ça me pèse. Et c'est des personnes qui sont plus âgées que moi. Et c'est affreux. Parce que de traîner des valises des autres derrière nous, c'est lourd. Nous ne sommes même pas responsables. Ça veut dire non seulement on les traîne, non seulement on avait ce malheur de le vivre, et en plus tu dois les traîner. Je dois les traîner et de ne pas me débarrasser, c'est que non. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment le seul conseil, c'est ne regardez plus en arrière. En arrière, ça se dit, oui. Ouais. Laissez le truc et vivez votre vie parce qu'on n'a qu'une. On ne va pas se réveiller à 80 ans et se dire merde, j'aurais dû. Mais c'est quand même partager, le dire quand même, en parler. Ou toi tu dis. Parler, oui. Ouais, c'est pas l'enfant. Moi j'étais un enfant, je ne pouvais parler à personne. À l'époque, ça ne se faisait pas. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut dire les choses. Et aujourd'hui encore, malheureusement, beaucoup trop souvent, les gens ne partagent pas ça. Déjà, c'est un premier step. Et après, c'est que faut vivre votre vie parce qu'elle est là et il n'y a pas une deuxième qui nous attend. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.